Donc on va commencer la troisième session intitulée du récollement au signalement international. Et on va commencer par une intervention de Carole Lamoureux, qui est archiviste et historienne et qui, depuis juin 2021, est au sein de la coordination du programme de recherche internationale Archival City. Et elle s'occupe à la fois de la coordination scientifique, des archives administratives et financières. Et je lui laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Bonjour à tous. Alors je pense que ça va être une intervention qui est un petit peu détonnée du reste de la journée, puisque là, perspective programme de recherche, c'est encore autre chose. Donc il ne faudra pas hésiter à me poser des questions après pour que j'entre un petit peu plus sur des aspects que je n'ai pas prévus en fait, dans mes présentations, puisque la présentation est là vraiment pour vous montrer ce qu'on fait dans Archival City et qui est un petit peu loin des questions de collecte et d'archives intermédiaires, puisqu'on parle surtout et quasi exclusivement d'archives historiques. Donc juste pour vous faire un petit point d'abord sur qu'est-ce que Archival City. Alors je ne peux pas parler de ce programme de recherche sans parler de celui qui en fait lui a précédé, qui est Open Jerusalem. Open Jerusalem, c'est un projet européen financé par l'ERC qui a duré de 2014 à 2018, dirigé par Vincent Lemire, qui est historien et qui travaille sur Jérusalem. Alors vous avez pu l'entendre ces derniers temps sur les conflits actuels entre le Hamas et Israël. Il intervient pas mal. Et donc Archival City fait suite à Open Jerusalem, puisqu'en fait c'est une prolongation. Archival City, on travaille sur l'histoire de 6 villes réparties dans le monde. On continue sur Jérusalem, avec la dimension d'origine en fait de Jérusalem, enfin de ce terrain-là, qui était d'étudier les archives d'une ville, enfin qui vont renseigner une ville, mais qui sont réparties dans le monde entier, puisqu'en fait forcément la municipalité de Jérusalem a ses propres archives, mais il y a beaucoup d'archives qui vont documenter la ville, qui ne sont même pas en Israël ou en Palestine, qui vont être en France, en Russie, en Turquie, etc. Puisque avec Jérusalem, qui est une ville complètement cosmopolite et pluriculturelle depuis des siècles, on se retrouve avec des archives extrêmement éparpillées et avec une pluralité de langues aussi, et je vais revenir là-dessus dans le cadre d'Archival City notamment. Donc ce terrain-là, on parle de terrain de recherche dans Archival City, je vais dire terrain tout le temps, c'est normal, qui est le terrain vraiment d'origine. Le deuxième terrain qui ressemble un petit peu, c'est Alger, puisqu'en fait là on est vraiment sur l'étude d'une ville coloniale, avec des archives qui ont été ramenées en France par les administrateurs en fait qui travaillent là-bas, qui au moment où ils finissaient leur carrière repartaient avec leurs archives considérés comme personnels, je mets bien ça entre guillemets, qui ont en fait beaucoup des archives publiques qu'ils ont ramenées avec eux en France, qui finissent dans des archives départementales ou des archives nationales complètement éparpillées, et bien sûr après encore des retours d'archives suite au processus de décolonisation, avec des archives qui sont des fois mieux connues quand elles sont revenues en France que quand elles sont restées en Algérie. Donc avec toute cette question-là, en fait, de pouvoir retrouver, cartographier un petit peu les archives qui vont concerner cette ville, qu'elles soient en Algérie ou en France, mais il y a un petit échec là-dessus du côté du repérage jusqu'à en Algérie. Ensuite, la ville de Quito, en Équateur, où on a le paradoxe d'une ville qui est soumise à beaucoup de types de risques différents, risques politiques, comme beaucoup de villes en Amérique latine, mais aussi risques volcaniques, risques tectoniques. Et pourtant, c'est la ville, en fait, de ce nord, on va dire, de l'Amérique du Sud, la capitale, avec le plus d'archives qui ont été conservées, mais dispersées là, dans la ville elle-même. Plusieurs centaines de petits fonds d'archives éparpillés à droite à gauche, et que donc il s'agit un petit peu de mieux connaître dans le cadre du projet. La quatrième ville, c'est Bologne. Là, je pars sur d'autres choses. Là, je vous ai parlé de villes qui étaient d'archives qui étaient plus ou moins dispersées suivant les endroits. Bologne, en fait, on est sur la question des archives sur le temps long, puisque Bologne est l'une des premières communes italiennes. Donc, on a des archives qui datent du XIIIe siècle, avec surtout, en fait, les inventaires des fonds du XIIIe siècle. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on sait comment les archives étaient organisées à l'époque. Elles existent toujours, aussi à Bologne, mais elles ont été réorganisées. Donc du coup, là, la perspective dans ce terrain de recherche, c'est de comprendre les modifications qui ont pu avoir lieu et de s'y retrouver un petit peu et reconstituer comment les archives étaient à l'origine.
Le 5e terrain, qui est un petit peu à l'opposé, c'est le plus contemporain en termes d'archives, c'est Chiang Mai en Thaïlande, avec l'étude de la ville ordinaire lorsque les chercheurs, là on a avec des architectes, ce que les architectes de l'équipe appellent la ville ordinaire, c'est en fait des quartiers où il n'y a pas tellement de monuments, qui sont beaucoup de l'habitat et qui va se transformer de manière informelle. Donc ça veut dire que du côté de la municipalité, il n'y a pas forcément des documents qui vont dire bon, bah là on a un permis de construire pour faire telle chose, ça bouge avec le temps. C'est en plus des quartiers qui sont soumis à un risque de destruction un petit peu complète parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui veulent faire carrément autre chose. Donc on a cette notion-là en fait depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui d'essayer de documenter cette ville-là, et notamment par les archives de la recherche pour le coup. C'est l'un des terrains où on a eu le plus avec des archives de la recherche, des architectes eux-mêmes au cours des dernières décennies. Et pour finir, le terrain qu'on appelle du Grand Paris, qui en fait est Paris et sa métropole, avec la problématique elle-même de la métropolisation, de la dévolution des archives suite à la disparition du département de la Seine en 68, et comment on se retrouve là-dedans, et comment notamment les historiens peuvent se retrouver parmi les producteurs d'archives eux-mêmes et l'historique de la ville. Donc ça, c'est pour faire le topo un petit peu global. Je vais ici me concentrer uniquement sur la partie description archivistique, qui, en fait, je vais revenir là-dessus après, est presque pas infime, mais c'est une toute petite partie de ce qu'on fait dans Archive City. Et pour ça, je suis extrêmement contente en fait, d'être là aujourd'hui, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler en public de cette partie-là. Jusqu'à maintenant, dans toutes les interventions qu'on a fait dans Archive City, enfin moi ou d'autres personnes, on a eu sur d'autres aspects, on est sur de la 3D, on est sur des questions purement historiques, etc. Et là, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de parler normes, etc. et petits problèmes un petit peu considérés comme techniques par les chercheurs, que des fois j'ai même, enfin voilà, j'en parle même plus parce qu'on n'a pas forcément le temps tellement il y a des choses à traiter. Donc mon exposé en fait il va se dérouler comme suit en fait pour un petit peu répondre aux questions qu'on peut avoir sur notre projet et pourquoi on fait de la description archivistique. Donc voilà, je vous laisse lire d'abord ça, puis de toute façon je vais revenir au fur et à mesure petit à petit. Alors, comme je disais, comme Archive City, c'est la suite d'Open Jérusalem, je suis obligée de commencer par un état des lieux, en fait, de comment c'était dans Open Jérusalem quand moi je suis arrivée. Alors, je suis arrivée en cours d'Archive City. Je suis arrivée en 2021, le programme a démarré en 2019. Mais à ce moment-là, côté description archivistique, il y avait des choses qui avaient été préparées, mais on n'avait pas encore installé Atom, qui est le logiciel qu'on utilise. On n'avait pas encore commencé à saisir, etc. Et ce qui avait été démarré était vraiment dans le prolongement de ce qui avait été fait dans Open Jérusalem. Donc, Open Jérusalem, en fait, c'est un projet qui était vraiment focalisé sur la description archivistique. L'intérêt d'Open Jérusalem, en fait, c'est d'aller décrire des documents, enfin des fonds d'archives qui sont répartis partout dans le monde, dans des langues différentes, et de tous les mêmes sur une même plateforme en anglais. Ça, c'était le choix scientifique qui a un petit peu même fait bizarre à certains archivistes français quand on allait décrire des archives qui sont aux archives nationales ou quoi, de les décrire seulement en anglais et pas en français, comme on décrivait en anglais et pas en hébreu les autres documents. Et c'est vraiment un portail qui est 100% en anglais, avec l'intérêt du coup de pouvoir faire des recherches croisées sur des fonds qui sont répartis dans le monde et dans différentes langues. La force de ce projet, c'était aussi que du coup, il y avait une vraie complémentarité en fait des compétences au niveau de ses membres, avec des chercheurs qui étaient un chercheur notamment qui est spécialisé sur l'Éthiopie et qui en fait a travaillé dans ce cadre-là parce qu'il y a beaucoup en fait une grosse communauté éthiopienne qui était venue à Jérusalem, donc il y avait des documents qui vont documenter cette ville-là et bon, des personnes des chercheurs français ou autres qui connaissent la langue éthiopienne, il y en a très peu, et ainsi de suite pour l'arabe, l'hébreu, etc., avec notamment, même pour l'arabe, même sur des documents récents, des grosses questions de lecture, en fait, de transcription qui n'étaient pas du tout aisées, ou même des arabisants qui étaient assez forts, ont des fois eu du mal. Et donc voilà, c'est vraiment la force de ce projet-là et de ce qui a été fait d'aller vraiment rassembler tous ces éléments-là. En fait, très tôt, ils ont choisi d'utiliser les normes internationales, l'ISAG, etc., ce qui va pas forcément de soi en fait pour des historiens. Ils auraient pu faire leur petit truc dans leur coin, pas du tout parler avec des archivistes. Ils ont eu la bonne idée quand même de se goupiller avec des archivistes, et notamment il y a eu une personne qui s'appelait Louise Corvazier, qui était vraiment au cœur en fait de ce projet et qui faisait attention un petit peu à tout ça, mais bon, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Je pense que des fois, elle était un petit peu dépassée par la masse et par les contraintes de temps du projet. Quand on regarde sur la plateforme, en fait, il y a beaucoup d'éléments, notamment sur les parties historiques, en fait, des notices où il y a marqué « à compléter ». Et je pense que ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'à un moment, il y avait trop de données et qu'ils ont préféré mettre un maximum de données et
tant pis si c'était pas tout à fait aux normes, tant pis si c'était pas tout à fait complété. Et donc au niveau des livrables, enfin voilà, c'est la plateforme elle-même et donc la plateforme qui est avec Atom, logiciel libre, et une surcouche Omeka qui vient en fait regarder ce qu'il y a dans Atom, permettre de filtrer mieux que dans Atom en fait les résultats de la recherche, etc. et ajouter d'autres éléments de présentation du projet notamment. Donc au niveau de la plateforme elle-même, on a 39 000 items décrits. Donc là, je dis vraiment des items, je sais pas des fonds. Au niveau des fonds, je crois qu'on est sur dans les deux, quelque chose dans les 200. 99 notices d'autorité, 64 notices de lieux de conservation et alors je vous ai mis le détail des identifiants qui avaient été utilisés. Des formes autorisées des noms, parce que comme vous voyez, en fait, c'était pas complètement aux normes. Je pense que là-dessus, il y a peut-être eu un consensus scientifique historique qui a été au-delà des besoins des archivistes et de ce qui avait pu être dit. Et notamment, à un moment donné, j'ai fini par opérer une notice d'autorité qui n'en était pas une, parce qu'en fait, c'était une notice d'autorité qui, en fait, son titre, c'est quelque chose comme les producteurs d'archives dont les archives sont conservées dans telle institution. C'est pas vraiment une notice. Là, je pense qu'il y a eu un petit problème de temps vers la fin du projet pour pouvoir gérer ça. Donc, comme je disais, Open Jerusalem, c'était vraiment de la description archivistique, uniquement de la description archivistique. Archival City, en fait, déjà, on n'est pas sur une seule ville, on est sur 6. Et en plus de ça, pour histoire de bien compliquer encore les choses, ça l'était pas assez. Il a été décidé, en fait, le truc, c'est que la description archivistique, ça n'allait pas pour tout le monde, en fait, et pour tous les besoins des chercheurs. Il y avait des données, des bases de données en fait qui n'étaient pas seulement des descriptions archivistiques, qui allaient vraiment en fait regarder à l'intérieur des documents, des transcriptions, etc. Et c'est là en fait où, au fur et à mesure, il y a un montage un petit peu plus complet qui a été mis en place, où en fait on a Atom toujours pour la description archivistique, mais on a aussi en fait des données brutes. Donc des fois c'est descriptions archivistiques, c'est des descriptions plutôt des documents qui ont été faits par les chercheurs et que nous après on a repris pour en faire des descriptions archivistiques, ou d'autres types de données qui ont pu être là extraits des documents qu'on a décidé de mettre en open data dans Nakala. Et après, pour boucler la boucle en fait de ces trois outils communs, ce qu'on a appelé les Data and Research Papers. Alors les Data Papers, c'est une catégorie là qui émerge pas mal ces dernières années, d'articles scientifiques qui sont là pour vraiment expliquer la méthodologie et expliquer les jeux de données eux-mêmes qui sont mis en ligne. Et là, on a rajouté un petit research parce qu'en fait, des fois, on a certains des articles qui sont rédigés qui sont pas tellement sur les données, mais qui sont plutôt sur l'aspect méthodologique. Donc voilà, avec cette catégorie-là, ça permet de couvrir un petit peu toutes nos différentes catégories. Donc voilà, donc ça c'est les trois principaux, et après les petits outils 1, 2, 3, etc. c'est des petites choses en plus, c'est des petites grosses choses, c'est des reconstitutions 3D de villes, des reconstitutions aussi de lieux d'archives pour Bologne, des bases de données relationnelles qui peuvent aussi être mises en ligne, etc. Et tout ça hébergé par Humanum d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que Nakala c'est directement du dépôt dans Nakala, et pour le reste c'est hébergement par Humanum sur une machine virtuelle qui a été dédiée à Archival City. Donc voilà, pour vous montrer en fait que Atom c'est vraiment un élément parmi d'autres. Et moi, on parlait beaucoup là de temps de travail, 1,8 ETP machin sur archives. Je peux même pas vous calculer combien de temps je suis sur la description archivistique elle-même, mais ces derniers mois c'était très peu. Pour tout vous dire, pendant un an en fait, Atom buguait. Pour les questions techniques, il y avait un gros bug, on ne pouvait plus rien modifier dedans. Le prestataire qui s'occupe de ça a mis un an à trouver la solution. Il l'a trouvé en fait en débuguant une autre instance Atom. Et en fait, pendant un an, donc ça nous a bloqué là-dessus. Mais ça nous a pas tellement bloqué que ça, parce qu'on avait tellement d'autres choses à faire qu'on a mis de côté les descriptions archivistiques de ce côté. Bon, sachant qu'en fait, c'est une instance Atom sur deux qui a bugué. Je vais vous dire, on en a deux, c'est celle d'Archival City et pas celle de Open Jerusalem. Donc, on a pu continuer à bosser sur Jérusalem. Alors, pourquoi on fait de la description archivistique? Alors, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que, en fait, il y avait quand même un besoin des fois des chercheurs de s'y retrouver, de cartographier leurs fonds, de eux-mêmes en fait mettre en valeur les fonds sur lesquels ils avaient pu travailler. Ils savent que ça peut intéresser d'autres personnes. On est vraiment là sur des chercheurs qui sont pas dans une
qui sont pas trop dans une logique de garder leur truc à eux, quoi. Leur idée, c'est vraiment de partager un maximum parce qu'ils savent qu'ils peuvent aussi bénéficier de ce que les autres vont pouvoir apporter. Donc j'ai mis un petit peu la question de est-ce que c'est un zotero des archives, parce que c'est un petit peu l'idée en fait. C'est du partage de connaissances, de la cartographie aussi pour soi-même. Dans notre projet, il y a à la fois donc, des archivistes, surtout des historiens, des architectes, des archivistes qui sont des fois en institution aussi. On travaille beaucoup avec les archives de Paris, avec la municipalité de Quito aussi, ce genre d'institution. Oui, j'avais juste mis à la fin de cette diapo une référence à Yann Potin. Donc là, c'est vraiment complètement informel dans une réunion, ce qui fait partie du comité de pilotage là, de Dark City, qui avait parlé un petit peu d'un moment de note de bas de page améliorée, c'est-à-dire qu'à la place, l'idée des fois de Dark City, c'est à la place de juste mettre une cote et un nom de document en note de bas de page là, dans un écrit scientifique historique, c'est qu'en fait, nous, on a toute l'organisation archive derrière, quoi. C'est pas seulement une cote, on va dire que ça fait partie de telle série qui est aux archives municipales de Jérusalem, etc. Comme je disais, en fait, on a finalement deux atomes, celui d'origine d'Open Jérusalem et celui d'Arcade City. Les deux communiquent l'un avec l'autre juste avec un jeu de liens. Le petit défaut de cette organisation-là, c'est qu'on ne peut pas faire en fait de recherche croisée sur les 6 terrains. On peut faire d'un côté sur Jérusalem et de l'autre sur Arcade City. Ce choix en fait de séparer les deux a été fait du fait que on voulait pas noyer en fait les 5 petits terrains, on va dire, d'Arcade City dans le gros terrain d'Open Jérusalem avec ses maintenant 40 000 items, et on ne voulait pas non plus séparer les informations qui concernent une même ville de manière factice en fait, en faisant la partie qu'on a traitée maintenant dans une autre instance atome. Au niveau de ce qu'on a saisi, vraiment pendant Arcade City, j'ai changé un tout petit peu en fait les normes de saisie pour les identifiants et les formes autorisées des noms dans l'atome d'Open Jérusalem, mais pas trop. J'ai laissé des formes, comme vous voyez l'exemple là de Gilles Caron, GC, tel que c'était fait en fait avant, prénom, nom et entre parenthèses les initiales, parce qu'en fait je voulais pas introduire d'hétérogénéité dans cette base-là. Mais du côté de l'atome d'Arcade City, on est vraiment parti sur les normes telles qu'il fallait les faire, avec juste la petite extravagance pour les notices autorités de personnes au niveau des identifiants, où les chercheurs ils aimaient bien quand même retrouver le nom dedans, donc on l'a laissé, mais du coup en mettant le nom complet et pas seulement des initiales comme c'était fait avant, et où on pouvait se retrouver avec des doublons sur les identifiants, ce qui est un petit peu bête et contre-productif. Donc en fait, dans Arcade City, on décrit des fonds, on décrit aussi des collections, et on s'est retrouvé avec des cas en fait d'imprimés. C'est-à-dire que des fois, je me suis retrouvée avec les chercheurs qui arrivaient, et en fait, ils avaient un corpus de documents, des documents qui étaient dans des fonds d'archives, mais aussi des documents qui étaient en fait des cartes extraits de livres, comme le guide Wedeker par exemple, ou des fois des photos qu'ils avaient pris eux-mêmes de la ville à certaines étapes. Et donc on est sur quelque chose de très hétérogène. Donc en gros l'idée c'est que ce sont les chercheurs qui font le repérage. On donne des matrices pour la description archivistique quand normalement il y en a une. Elle est souvent complétée, alors ça donne des éléments, mais très souvent il faut qu'on reprenne. Je vais un petit peu piocher à droite à gauche, des fois des choses qui sont mises côté lieu de conservation et pas côté de ces autorités, et inversement. Mais ça permet quand même d'avoir déjà un cadre et de récupérer le maximum d'informations pour les regoupiller. Et un choix aussi qu'on a fait de notre côté pour Arcade City, c'est de dire on ne fait pas forcément tout en anglais. Parce qu'on a des grosses descriptions archivistiques, on a aussi des terrains pour lesquels en fait c'est moins pertinent que pour Jérusalem. Jérusalem, il y a un vrai intérêt à ce que tout soit en anglais, parce qu'on a des chercheurs de différentes nationalités qui s'intéressent à cette ville-là, qui vont travailler dessus, et y compris des gens qui habitent dans la ville. Quelqu'un qui travaille sur Paris, qui s'intéresse un tout petit peu aux archives qui concernent Paris, c'est qu'à un moment donné, il connaît le français. Et ça, c'est de même pour Quito, etc.
j'ai bien dans les grands principes. Donc en fait, notre idée, en fait, c'est que vraiment le détail des items, il reste en français, sauf si vraiment on se dit que ça intéresse que ce soit dans l'autre langue. Sinon, c'est les notices d'autorité, les notices de lieu de conservation et les notices de fonds ou collection, donc les niveaux supérieurs qui sont traduits en anglais à chaque fois. Ce que permet Atom. Et c'est une des grandes forces d'Atom, même s'il a des petits défauts. En termes d'inventaire qu'on traite, on a à la fois des inventaires inédits d'archives publiques, donc des bordereaux de versement, notamment des archives de Paris qui n'ont jamais été mis en ligne, mais aussi on a des documents pareil d'archives publiques, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'inventaire. Et aussi on a des inventaires inédits d'archives privées, dont certains sont encore en cours de... Donc là, c'est illisible, désolé. C'est un exemple en fait d'un inventaire fourni par une chercheuse en bilingue. En bilingue, donc à la fois anglais, arabe, description très détaillée, mais toujours en fait, et c'est l'une des questions avec les chercheurs, c'est que c'est au niveau de la pièce. Les séries, on ne les retrouve pas, les boîtes, il faut les deviner par les cotes, etc. Donc en fait, il faut tout reconstruire. Mais n'empêche qu'avec ça, j'ai pu faire un truc complet sans voir les documents, sachant que c'était vraiment impossible de voir les documents. Ces deux documents, cette chercheuse est arrivée à la voir. Je doute même que quelqu'un d'autre puisse les voir. Parce que la municipalité de Jérusalem est assez tatillonne en fait sur ce qu'elle montre. Là, c'est un exemple d'une description archivistique d'une archiviste équatorienne. Pareil qu'il a fallu un petit peu reprendre. En inventaire déjà publié, alors des fois on peut se poser la question à quoi ça sert que nous on redécrive des choses qui sont déjà publiées en ligne. Les archives du comité international de la Croix-Rouge, ils font des inventaires, c'est de l'ISAG pur et dur, super beau, enfin voilà, en PDF, vraiment facile à trouver. L'apport qu'on a en plus, c'est juste d'aller repérer le document qui nous intéresse sur le plan historique et qu'on va mettre en valeur. Donc on a aussi, comme je disais, des documents qui sont un petit peu plus extravagants, des non-archives qu'on a mis dans une collection qui s'appelle en fait Publications et documents imprimés, qu'on décrit avec Mods. Ça a quelques avantages en plus pour ces documents-là par rapport à ISAG, mais ça a aussi des inconvénients. Et on a aussi des documents en fait qui sont pas archivés, des documents des chercheurs eux-mêmes. Je parlais de photos qui ont pu prendre eux-mêmes des villes. Et donc là en fait j'ai créé des fonds que j'ai, plutôt des record groups que j'ai avec un préfixe en fait RNYA pour Records Not Archives. C'est mes fameuses archives non archivées. L'idée c'est que si un jour mon chercheur fait ce qu'il faut, qu'il archive ces documents, on puisse faire un lien entre ce que nous on a décrit et ce qu'il a mis en ligne. Alors, il y a eu pas mal de limites dans ce projet, notamment, vous avez peut-être pu comprendre ce que je disais, des difficultés des fois de dialogue avec les chercheurs. C'était en fait pendant 2 ans et demi de la pédagogie quasiment au quotidien quand je parlais avec eux. Après, on a aussi des questions qui tiennent à l'internationalité du programme, c'est-à-dire que en Équateur, concrètement, la professionnalisation des archivistes, c'est extrêmement récent. Et du coup, quand je suis allée sur place, en fait, ils voulaient presque que je fasse le boulot pour eux, en fait, aux archives municipales, etc. Enfin, c'est vraiment un moment où ils sont eux-mêmes en train de se lancer. Et donc, même avec les archivistes, le dialogue n'est pas forcément très, très simple. Et après, on a aussi des questions qui sont liées aux difficultés d'Atom. Là, j'ai mis pour l'arabe et les questions de bidirectionnel, essayer de mettre Atom en arabe sur nos instances. Vous allez voir, ça donne des trucs qui sont un petit peu folkloriques. Et après, des terrains d'études qui sont un petit peu chauds, on va dire, donc Jérusalem et Alger notamment. Donc Jérusalem, avec l'État israélien qui est des fois un petit peu compliqué dans ce qu'il veut qu'il soit communiqué, et Alger, avec des choses que vous avez pu entendre parler, concrètement, une historienne qui se pointe dans des archives algériennes en disant « je vais voir telle cote parce que je l'ai repéré dans un article scientifique », il lui ramène une cote vide parce qu'il n'aime pas le fait qu'elle sache quelle cote elle veut consulter. Les inventaires d'archives eux-mêmes, en fait, ils sont considérés comme des documents sensibles soumis à la culture du secret du pays. Donc là, la question des fois qu'on a, c'est juste qu'on ne publie pas en fait les informations qu'on a trouvées parce que sinon on peut avoir des réactions derrière. Donc au niveau des résultats, j'ai fait ça
Je vous laisse lire la slide en fait. L'idée c'est qu'on met tout dans Atom, mais qu'on sait très bien que Atom potentiellement dans quelques décennies n'existera plus. Donc à la fin, je vais tout basculer en XML EAD ou en XML EAC et tout mettre dans Nakala en fait comme des données brutes, comme de l'open access pur. Peut-être à l'exception des notices de conservation, puisque Atom ne permet pas de les basculer en XML. Mais j'ai envie de dire que c'est presque la même chose pour les notices d'autorité qui sont incomplètes quand on les exporte. Et voilà. Merci beaucoup. On a le temps pour une question. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Est-ce que vous avez essayé de solliciter les institutions dans lesquelles qui ont déjà des signalements pour avoir des exports et pouvoir importer les données qui vous intéressaient dans votre propre outil Atom? Ou c'était trop dispersé pour que ce soit rentable? En fait, comme je disais, on a deux cas. On a les cas de... Alors déjà, il y a des inventaires déjà qui ne sont pas dans des institutions, enfin des archives qui sont là. Et pour ceux qui sont par exemple aux archives de Paris, en fait concrètement, on a travaillé sur des bordereaux de versement qu'ils ont eux-mêmes pas repris en fait. C'est des vieux tapuscrits qu'ils ont numérisés, qui sont en PDF et ils sont forcément contents qu'on travaille dessus. C'est plutôt eux qui veulent récupérer ce qu'on fait que... Voilà. Mais après, ça va dans les deux sens. Mais et après, voilà, comme je disais, Quito, tout ça, c'est des villes où ça n'a pas encore été mis en place, ces aspects-là. Donc,